La lettre est arrivée un mardi matin pluvieux. Elle était portée par un cavalier si épuisé qu'il a failli tomber de son cheval aux portes de Thornwick Hall. Eleanor Gray se trouvait dans la nursery quand elle a entendu l'agitation en bas, le bruit des sabots sur le gravier et la voix sèche du majordome perçant le calme habituel du matin. Elle était en train de réparer la page déchirée d'un livre d'images pour enfants. C'était une tâche qui demandait plus de patience que d'habileté. Pendant un instant, elle est restée assise, immobile, à écouter. Ce n'était pas son rôle de se précipiter à la porte. Ce n'était pas son rôle de se préoccuper de l'arrivée des lettres. Surtout des lettres qui faisaient hausser le ton au majordome. Mais ce matin-là, quelque chose dans l'air semblait différent. La pluie s'était arrêtée pendant la nuit, mais le ciel restait bas et gris. Il pesait sur la lande jusqu'à faire disparaître l'horizon. La maison elle-même semblait silencieuse, comme si elle aussi attendait. Elle n'a appris le contenu de la lettre que bien plus tard, lorsque la gouvernante, Madame Peton, est venue la trouver dans le couloir de l'étage. Madame Peton était une femme grande et anguleuse. Son visage trahissait rarement ses émotions. Mais cet après-midi-là, son expression était tendue. Elle a arrêté Eleanor en posant doucement une main sur son bras. C'était un geste inhabituel de la part d'une femme qui croyait fermement à la bonne distance entre les domestiques. « Mademoiselle Gray, » dit-elle doucement, « Sa Grâce a demandé que vous vous présentiez à lui dans la bibliothèque à 4 heures. » Eleanor la dévisagea. Au cours des 3 ans où elle avait servi comme gouvernante à Thornwick Hall, le duc d'Ashworth ne lui avait jamais demandé de lui parler en privé. Elle l'avait vu, bien sûr. Elle l'avait regardé traverser la lande à cheval par des matins sombres, son col relevé contre le vent. Elle l'avait croisé dans le grand hall et n'avait reçu qu'un bref signe de tête. C'était un homme qui aimait la solitude, et la maisonnée avait appris depuis longtemps à accepter ses silences. Il n'était pas méchant, mais il était distant. Ses préoccupations étaient celles d'un domaine qui avait été prospère autrefois, et qui semblait maintenant sombrer lentement, année après année, dans une forme de ruine plus discrète. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda Eleanor. Les lèvres de Madame Peton se pincèrent. Pendant un instant, elle eut l'air de vouloir en dire plus, mais elle se contenta de secouer la tête. « Il vaut mieux que vous l'entendiez de Sa Grâce, » dit-elle. « Mais je vous conseillerais de vous ressaisir, Mademoiselle Gray. Quoi que vous puissiez penser de l'affaire, rappelez-vous qu'il est toujours votre employeur. » Elle partit avant qu'Eleanor ne puisse poser une autre question. Eleanor resta dans le couloir, le livre d'images réparé toujours entre ses mains. Elle sentit les premières agitations d'un malaise s'installer au creux de son estomac. Il y avait une centaine d'explications possibles à la convocation du duc, la plupart ordinaires. Peut-être souhaitait-il parler des progrès du plus jeune enfant. Peut-être y avait-il une question sur les arrangements pour l'hiver à venir. Peut-être, bien que cela semblât peu probable, avait-il l'intention de la renvoyer. Mais l'avertissement de Madame Peton avait été trop délibéré, trop prudent. Et Eleanor avait appris depuis longtemps à lire les courants sous-jacents de cette maison. Quelque chose avait changé, quelque chose avait basculé, et elle était sur le point de se retrouver prise au milieu. Elle a passé l'heure suivante dans la salle de classe avec la petite mademoiselle Elisa, la nièce du duc. Elle était à cet âge difficile entre la petite enfance et l'enfance, où chaque leçon ressemblait à une négociation. Elisa n'était pas une enfant difficile par nature, mais elle avait passé les premières années de sa vie sans mère. Et son père, le frère cadet du duc, était mort l'hiver précédent après une courte maladie. Le chagrin de l'enfant refaisait surface à des moments étranges, le plus souvent le matin, quand elle se souvenait que l'homme qui la portait à travers le jardin ne reviendrait plus. Eleanor avait appris à être patiente avec elle, à lui accorder des moments de silence, et à la ramener au monde avec de petites tâches douces. Cet après-midi-là, cependant, Eleanor avait du mal à se concentrer sur les cubes de l'alphabet étalés sur la table. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la fenêtre, vers l'étendue grise de la lande, et elle pensait à l'heure qui approchait. Finalement, elle installa Eliza avec un simple exercice de dessin et s'excusa pour se préparer. Elle se rendit d'abord dans sa petite chambre de l'aile est, un espace étroit qui donnait sur le potager. La chambre était modeste, bien plus petite que les appartements occupés par la famille. Mais Eleanor l'avait rendue aussi confortable que possible. Quelques livres sur l'étagère à côté du lit, une fleur séchée dans un petit cadre, un châle de laine bleue jeté sur le dossier de la chaise. Elle se tint devant le petit miroir au-dessus du lavabo
et étudia son propre reflet. Ses cheveux étaient sombres, tirés en un chignon soigné à la nuque. Son visage était pâle, ses yeux bruns et sérieux. Elle ne s'était jamais trouvée belle, pas de la manière qui comptait dans le monde au-delà de l'escalier de service. Elle ressemblait, supposait-elle, exactement à ce qu'elle était. Une gouvernante, une femme de bonne éducation et à l'avenir incertain, dépendante de la bonne opinion de ceux qui l'employaient. Elle lissa le devant de sa robe grise, puis en enfila une légèrement plus belle, d'un bleu foncé avec un simple col blanc. C'était autrefois sa robe du dimanche, mais les robes du dimanche finissent par devenir ordinaires après quelques années. Elle épingla de nouveau ses cheveux, plus fermement cette fois, puis elle descendit le long couloir vers l'escalier. La bibliothèque de Thornwick Hall se trouvait au rez-de-chaussée, à l'autre bout de la maison, et Eleanor n'y était jamais entrée. C'était le domaine privé du duc, une pièce où il menait ses affaires et recevait les visiteurs assez importants pour être admis en sa compagnie. La porte était maintenant fermée, le bois sombre brillant dans la faible lumière de l'après-midi. Eleanor s'arrêta devant, prit une lente inspiration et frappa. La voix qui répondit était basse et stable. « Entrez !» Elle tourna la poignée et entra. La pièce était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. 2 étages de livres s'élevaient vers un plafond qui disparaissait dans l'ombre. Un feu brûlait dans la grande cheminée, projetant une lumière ambrée sur le tapis et les meubles lourds. Le duc se tenait près d'une des fenêtres, le dos tourné vers elle, regardant la lande. Il ne se retourna pas quand elle entra, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Eleanor se tenait juste à l'intérieur de la porte, les mains jointes devant elle, et attendit. « Fermez la porte », dit-il. Elle le fit, et le clic du loquet parut bien trop fort dans le silence. Le duc se retourna alors, et Eleanor vit son visage clairement pour la première fois. Elle l'avait aperçu auparavant, bien sûr, mais jamais comme ça. Jamais dans la douce lumière d'un feu, avec ses traits entièrement visibles. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé, bien qu'elle sût par les registres de la maison qu'il avait hérité du titre à 25 ans après la mort de son père. C'était il y a 8 ans, ce qui lui donnait seulement 33 ans. Mais il y avait des rides au coin de ses yeux qui parlaient de nuits blanches et de décisions difficiles. Ses cheveux étaient brun foncé, sa mâchoire ombrée par un début de barbe, et ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens, étaient de la couleur de la mer en hiver, froid, gris et illisible. « Mademoiselle Gray, dit-il, merci d'être venue. Votre grâce, répondit-elle en faisant une petite révérence. Il désigna une chaise près du feu. Veuillez vous asseoir. Elle traversa lentement la pièce, consciente de son regard qui la suivait, et s'assit sur le bord de la chaise. Le feu était chaud, mais elle avait froid, ses doigts glacés malgré la chaleur. Le duc resta debout, son bras posé sur le dossier d'une autre chaise. Pendant un instant, il sembla réfléchir à ses mots. Puis il parla. « J'ai reçu une lettre ce matin, dit-il, d'un avocat de Londres. Elle concerne le domaine. » Eleanor attendit. Elle ne savait pas ce que cela avait à voir avec elle, mais elle comprenait qu'elle était sur le point de le découvrir. « Le domaine est endetté, » continua le duc. Il parlait calmement, sans apitoiement, comme s'il discutait de la météo ou du prix de la laine. « Il est endetté depuis de nombreuses années. Mon père a fait des investissements qui n'ont pas réussi, et la gestion des terres en a souffert. J'ai fait ce que j'ai pu pour redresser la situation, mais elle est devenue plus grave que je ne me l'étais permis de le croire. L'avocat m'informe que les dettes ont atteint un point où elles ne peuvent plus être reportées. Si aucune mesure n'est prise, le domaine sera démantelé et vendu. » Eleanor sentit un frisson lui parcourir la poitrine. Elle savait que le domaine avait des difficultés. Tout le monde dans la maison le savait, mais elle n'avait pas compris l'ampleur du problème. Thornwick Hall était l'une des grandes demeures du comté, ses terres s'étendant sur des kilomètres à travers la lande. L'idée qu'il soit vendu semblait impossible, comme l'idée que la mer s'assèche. « Je suis désolé de l'apprendre, » dit-elle prudemment, « mais je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi. » Le duc la regarda longuement, puis il se dirigea vers le feu et se tint le dos aux flammes, son visage à moitié dans l'ombre. « L'avocat m'a également informé, dit-il, qu'il existe un moyen de résoudre le problème. Une condition attachée à un fonds établi par mon grand-père. Le fonds fournit une somme substantielle qui peut être utilisée pour payer les dettes et restaurer le domaine. Mais la condition est particulière. » Il fit une pause, et Eleanor sentit le poids de cette pause comme une main pressée contre sa poitrine.
L'argent ne peut être débloqué, dit le duc, que si je suis marié. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux. Éléonore le dévisagea, certaine d'avoir mal compris. Marié? Répéta-t-elle. Oui. Elle déglutit. Je vois. Et votre grâce a-t-elle une dame particulière en tête? L'expression du duc ne changea pas. La dame doit être de bonne moralité, dit-il. Au-delà de ça, la condition ne précise rien, mais l'affaire est urgente. Si le mariage n'a pas lieu avant la fin de l'année, le fonds reviendra à la couronne et le domaine sera perdu. L'esprit d'Éléonore tournait à toute vitesse. Elle comprenait maintenant pourquoi Madame Peton l'avait avertie de se ressaisir. Ce n'était pas une convocation ordinaire. C'était un homme désespéré face à la ruine, et il était sur le point de lui demander quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Elle se redressa sur sa chaise, serrant plus fort ses mains sur ses genoux. « Je ne comprends toujours pas, dit-elle. Pourquoi m'avez-vous dit cela? Le duc la regarda dans les yeux. Parce que je vous demande de m'épouser, mademoiselle Gray. Pendant un long moment, Éléonore ne put parler. Le feu crépitait dans la cheminée, le son sec et soudain dans le silence. Elle avait l'impression que la pièce avait basculé, que le sol sous ses pieds était devenu instable. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle la referma et se contenta de le regarder fixement. « Je comprends que ce soit inattendu, » dit le duc. Sa voix était calme, trop calme, comme s'il discutait des termes d'un contrat plutôt que d'une demande en mariage. « Vous avez le droit de prendre du temps pour réfléchir, mais je vous demande de comprendre l'urgence de la situation. Si le mariage est retardé, tout ce que j'ai travaillé à préserver sera perdu. » Éléonore retrouva enfin sa voix. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Je suis une gouvernante. Je n'ai ni fortune, ni relation. Il y a sûrement des femmes de rang et de richesse qui seraient prêtes à épouser un duc, même un duc endetté. » Une légère ombre passa sur le visage du duc. « Il y a des femmes qui seraient prêtes, dit-il. Mais ces femmes s'attendraient à un mariage qui ne soit pas que de nom. Elles s'attendraient à un partenariat, une véritable union, et je ne suis pas en mesure d'offrir cela. Ce dont j'ai besoin, continua-t-il, la voix stable, c'est d'une épouse qui comprend la nature de l'arrangement. Une épouse qui n'attendra ni affection, ni amour, ni aucune des choses normalement promises dans un mariage. J'ai besoin d'un arrangement pratique, mademoiselle Gray. Un mariage de convenance, rien de plus. » Éléonore sentit un étrange mélange de soulagement et de déception s'installer dans sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi la déception était là. Elle aurait dû être soulagée qu'il ne lui demande pas de feindre des sentiments qu'elle ne possédait pas. Mais ces mots étaient si froids, si professionnels, qu'ils lui donnaient l'impression d'être une transaction. Peut-être était-elle une transaction. Peut-être que ce n'était que ça. Et en retour, demanda-t-elle doucement, que recevrai-je? Le duc hocha la tête comme s'il s'attendait à la question. Vous recevriez la sécurité, dit-il. Une maison confortable, une position dans la société. Lorsque le domaine sera restauré, vous recevrez une rente qui assurera votre indépendance pour le reste de votre vie. Vous ne manquerez de rien, mademoiselle Gray. Vous vivrez simplement ici, comme mon épouse de nom seulement, et vous accomplirez les devoirs requis d'une duchesse. Rien de plus ne vous sera demandé. Elle le regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit quelque chose sous la surface froide de son expression. Elle vit de la lassitude. Elle vit un homme qui avait porté le poids de son nom et de ses terres pendant trop longtemps. Un homme qui était arrivé au bout de ses ressources et qui était maintenant prêt à se lier à une étrangère pour sauver ce qui restait. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas de l'affection, mais c'était de l'honnêteté, et elle ne pouvait se résoudre à le mépriser pour cela. « J'aurai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle. Bien sûr. Elle se leva de sa chaise, et le duc se redressa également. Pendant un instant, ils se firent face dans la pièce éclairée par le feu. Éléonore sentit l'étrangeté du moment peser sur elle. Cet homme distant et silencieux, venait de lui demander d'être sa femme. Elle n'avait jamais imaginé une telle chose. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme lui demanderait d'être sa femme. Elle avait accepté depuis longtemps que sa vie serait une vie de service discret, d'enfant des autres et de maison des autres. Et maintenant, il y avait ça. « Je vous donnerai ma réponse d'ici une semaine, » dit-elle. Le duc inclina la tête. « C'est tout ce que je demande. » Elle se tourna et se dirigea vers la porte, consciente de ses yeux sur son dos. Sa main était sur la poignée quand il parla de nouveau. « Mademoiselle Gray. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Quelle que soit votre décision, dit-il, je la respecterai.
Vous avez ma parole. Elle hocha la tête une fois, puis ouvrit la porte et sortit dans le couloir. L'air à l'extérieur de la bibliothèque semblait frais contre sa peau. Elle resta un moment le dos contre le mur, les yeux fermés, essayant de calmer sa respiration. La maison était silencieuse autour d'elle. Le seul son était le murmure lointain des domestiques vacants à leurs occupations. Quelque part en haut, dans la nursery, la petite Eliza l'attendait, faisant ses dessins, et se demandant où sa gouvernante était passée. Le monde tournait toujours, bougeait toujours. Et Eleanor Gray, qui ne s'était jamais attendue à ce que quelque chose d'extraordinaire lui arrive, se retrouvait dans le couloir d'une grande demeure avec la proposition d'un duc résonnant à ses oreilles. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans son lit étroit et pensa à l'avenir. La pluie était revenue, tambourinant doucement contre la fenêtre, et son bruit remplissait la petite pièce comme une chanson. Elle pensa à sa propre famille, à ce qu'il en restait. Une mère morte quand Eleanor avait 12 ans, un père qui avait suivi quelques années plus tard. Il avait laissé derrière lui un petit revenu qui avait juste suffi à payer son éducation et rien de plus. Elle n'avait ni frère, ni sœur, ni cousin qui la reconnaissait. Elle était seule au monde et elle avait fait la paix avec cela depuis longtemps. Mais maintenant, pour la première fois, elle se demandait si seule était vraiment ce qu'elle voulait rester. Elle pensa au duc, à la froideur de ses yeux et à la fermeté de sa voix. Elle était à Thornwick Hall depuis 3 ans, et pendant tout ce temps, elle ne l'avait jamais imaginé comme un homme qui pourrait avoir besoin d'aide. Il semblait si fort, si sûr de lui, si fermement en contrôle de son monde. Mais la lettre avait changé cela. La lettre avait révélé les fissures sous la surface, et maintenant, elle ne pouvait plus les ignorer. Il n'était pas invincible. Il n'était pas hors d'atteinte. C'était un homme effrayé et fier, et il était venu à elle parce qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. C'est cette dernière pensée, plus que toute autre chose, qui régla l'affaire pour elle. Il était venu à elle, non pas parce qu'il l'aimait, non pas parce qu'il la désirait, mais parce que dans le monde entier, elle était la seule personne à qui il pouvait demander. Et elle comprit avec une clarté qui la surprit qu'elle ne pouvait pas se détourner. Le lendemain matin, elle fit savoir par Madame Peton qu'elle souhaitait parler de nouveau à sa grâce. La convocation arriva rapidement, et en milieu de matinée, elle se retrouva une fois de plus dans la bibliothèque. Elle se tenait devant le feu, tandis que le duc l'observait depuis son fauteuil. Il lisait quand elle était entrée, un livre ouvert sur ses genoux. Mais il le mit de côté à son approche et se leva. « Vous avez réfléchi à ma proposition, dit-il. »« Oui. » Il attendit. « Je vous épouserai, dit Eleanor. À une condition. » Les sourcils du duc se haussèrent légèrement. « Et quelle est cette condition ?»« L'enfant, dit-elle, Eliza. C'est votre nièce, et elle a perdu ses 2 parents. Je suis sa gouvernante depuis 3 ans, et je me suis profondément attaché à elle. Si je dois être votre femme, je demande à pouvoir rester impliqué dans ses soins, non pas comme une servante, mais comme une tutrice. Elle n'a personne d'autre, votre grâce, et je ne l'abandonnerai pas. » Pendant un long moment, le duc la regarda simplement. Puis, lentement, quelque chose changea dans son expression, quelque chose qu'elle ne put tout à fait nommer. « Vous feriez du bien-être de l'enfant une condition de notre mariage, dit-il. »« Oui. » Il resta silencieux un moment, et quand il parla de nouveau, sa voix était plus douce qu'auparavant. « Je n'avais aucune intention de vous séparer d'Eliza, dit-il. Elle vous aime beaucoup, et vous avez raison de dire qu'elle n'a personne d'autre. Si vous souhaitez rester dans sa vie, je ne m'y opposerai pas. »« Alors j'accepte, dit Eleanor. » Le duc s'avança et lui tendit la main. Elle la prit, sentant la chaleur de ses doigts se refermer sur les siens. Sa poignée était ferme mais brève, et quand il la relâcha, il recula de nouveau, comme si le contact avait suffi. « Je vais faire les arrangements, dit-il. Le mariage sera petit, discret. Nous irons à l'église du village et la cérémonie sera célébrée par le vicaire. Il n'y aura ni invité, ni célébration. J'espère que cela vous convient. C'est parfait. » Il hocha la tête. « Alors c'est réglé. » Eleanor se tenait devant lui, sentant le poids de ce qu'elle venait d'accepter s'abattre sur elle comme un lourd manteau. Elle avait dit oui. Elle s'était liée à cet homme, cet étranger, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Pour le meilleur ou pour le pire, elle allait devenir la duchesse d'Ashworth. Un titre qu'elle n'avait jamais imaginé porter, dans une maison qui avait été son foyer pendant 3 ans et qui lui semblait pourtant soudainement inconnue.
Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta de nouveau. « Mademoiselle Gray, dit-il. Merci. » Elle se retourna vers lui, et pendant un instant, ses yeux ne furent pas froids. Il y avait quelque chose là, une lueur de gratitude peut-être, ou de soulagement. Puis ce fut parti, et il était le même homme réservé et distant qu'elle avait toujours connu. « Je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse pour vous, » dit-elle doucement. Il inclina la tête. « Et je ferai de mon mieux pour être un bon mari. » Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, et Éléanore sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas la promesse de l'amour, mais c'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. Elle quitta la bibliothèque et retourna à travers la maison vers la nursery, ses pas résonnant dans les couloirs vides. Quand elle atteignit la salle de classe, la petite Elisa leva les yeux de son dessin et sourit. Un sourire éclatant et sans défense qui serra le cœur d'Éléanore. « Mademoiselle Gray, » dit l'enfant, « j'ai dessiné une image de la lande. Voulez-vous voir ?» Éléanore traversa la pièce et s'assit à côté d'elle, prenant l'enfant sur ses genoux. « J'aimerais beaucoup, dit-elle, et elle serra Elisa contre elle. Elle sentit le petit poids chaud de l'enfant contre sa poitrine et se demanda ce que l'avenir apporterait. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard, par un matin gris de fin d'automne. Le vent soufflait froid sur la lande et les arbres du parc avaient perdu presque toutes leurs feuilles. Éléanore portait une simple robe de laine vert foncé, la meilleure qu'elle ait pu trouver à la dernière minute. Le duc portait du noir, comme s'il assistait à un enterrement plutôt qu'à son propre mariage. L'église était froide et presque vide. Seule Madame Peton et l'avocat de la famille se tenaient comme témoins, leurs visages solennels dans la pénombre. Le vicaire, un homme âgé à la voix douce, lut le service avec une dignité tranquille. Et quand il demanda s'il y avait une raison pour que le mariage n'ait pas lieu, personne ne parla. Éléanore se tenait à côté du duc à l'autel, les mains jointes devant elle. Elle écoutait les paroles de la cérémonie comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre. Elle avait imaginé son jour de mariage de nombreuses fois quand elle était jeune, mais il n'avait jamais ressemblé à ça. Il y avait eu des fleurs, de la musique et un homme qui l'aimait. Maintenant, il n'y avait que l'église froide, la lumière grise et l'étranger à ses côtés. Et elle se demanda si elle n'avait pas commis une terrible erreur, mais ensuite elle pensa à Eliza, qui attendait à la maison avec sa nourrice. Et elle pensa au domaine, aux murs qui s'effritaient et aux champs en friche. Et elle sut qu'elle n'avait pas fait d'erreur. Elle avait fait un choix, et les choix n'étaient pas toujours confortables. Parfois, ils étaient simplement nécessaires. Quand la cérémonie se termina, le duc lui offrit son bras et la raccompagna dans l'allée. Son contact était léger, impersonnel, et elle était consciente de la formalité du geste. Ils étaient maintenant mari et femme, liés aux yeux de Dieu et de la loi. Et pourtant, ils n'avaient jamais eu de conversation privée approfondie. Elle ne connaissait pas son plat préféré, ni les livres qu'il lisait, ni à quoi il pensait pendant les longues heures où il chevauchait seul sur la lande. Elle savait seulement qu'il était un duc, qu'il avait besoin d'argent et qu'elle avait accepté de l'aider. C'était une base étrange pour un mariage, mais c'était la seule qu'ils avaient. Ils retournèrent à la maison en silence, la calèche cahotant sur la route accidentée. Quand ils atteignirent Thornwick Hall, le duc l'aida à descendre de la calèche avec la même courtoisie impersonnelle qu'il aurait montrée à une étrangère. Ils se tinrent ensemble dans le hall d'entrée, les domestiques alignés pour les recevoir. Éléanore sentit le poids de leur regard sur elle. Elle n'était plus Mademoiselle Gray, la gouvernante. Elle était sa grâce, la duchesse d'Ashworth, et tout avait changé. « J'ai fait en sorte que vous emménagiez dans les pièces attenantes aux miennes, » dit le duc à voix basse, alors que les domestiques se dispersaient. « Si elles ne sont pas à votre goût, vous pouvez en choisir d'autres. » Eleanor hocha la tête. « Je suis sûr qu'elles seront très bien. » Il la regarda un instant, puis il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et prit la sienne, la portant brièvement à ses lèvres. Le baiser fut rapide, à peine un effleurement, mais il lui envoya une secousse qu'elle ne put expliquer. Puis il la relâcha et recula. « Je vous laisse vous installer, dit-il. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Madame Peton vous aidera. » Il se tourna et s'éloigna, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Éléanore resta seule dans le grand hall, sa main picotant encore là où ses lèvres l'avaient touchée. Elle regarda autour d'elle les hauts plafonds, les portraits de ses ancêtres, la pierre froide et le bois sombre,
et elle sentit toute l'étrangeté de sa nouvelle position s'abattre sur elle. Elle était maintenant une duchesse. Elle était la maîtresse de cette maison, et elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Les premières semaines de son mariage passèrent dans un tourbillon d'ajustements. Éléonore emménagea dans les pièces attenantes à celles du duc, une suite de chambres élégamment meublées qui lui semblaient bien trop grandes pour elle. Elle apprit les noms des domestiques qu'elle ne connaissait pas auparavant. Elle s'assit avec la gouvernante pour discuter des menus et des comptes de la maison, et elle commença le lent processus de compréhension de la quantité de travail nécessaire pour faire fonctionner Thornwick Hall. Le duc n'avait pas exagéré les difficultés auxquelles le domaine était confronté. Les comptes de la maison étaient un enchevêtrement de factures impayées et de dépenses reportées, et les salaires des domestiques avaient été réduits plus d'une fois. Les champs avaient été négligés, les fermes des tenanciers luttaient, et la maison elle-même avait désespérément besoin de réparation. Mais l'argent du fonds arriva dans les 2 semaines suivant le mariage, comme l'avocat l'avait promis, et pour la première fois depuis des années, le duc avait les moyens de commencer à redresser la situation. Il se jeta dans le travail avec une intensité tranquille qu'Éléonore n'avait pas prévue. Il parcourait le domaine à cheval chaque matin, rencontrant les tenanciers et les contremaîtres. Il inspectait les clôtures et le drainage, et rentrait tard le soir, couvert de boue et d'épuisement. Il parlait peu de son travail à Éléonore, mais elle en voyait les effets. Les tenanciers se mirent à sourire en le voyant. Les champs commencèrent à montrer des signes de soin. La maison, elle aussi, semblait différente. Les domestiques se déplaçaient plus légèrement, comme si un poids leur avait été enlevé. Et on parlait de réparations qui avaient été reportées pendant des années. Eleanor, de son côté, vit son propre rôle dans la maisonnée s'étendre. Elle s'était attendue à n'être qu'une figure de proue, une épouse de nom seulement, qui restait dans ses appartements et n'interférait pas. Mais le domaine était trop grand, trop difficile à gérer pour que le duc s'en occupe seul. Il y avait des comptes à vérifier, des fournitures à commander, des disputes entre les domestiques à régler. Madame Péton s'en était occupée en grande partie pendant des années, mais elle vieillissait et semblait soulagée de partager le fardeau. Eleanor découvrit qu'elle avait un talent pour l'organisation, pour trouver des gains d'efficacité et réduire le gaspillage, sans sacrifier la dignité de la maison. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était une vie, et elle y trouvait de la satisfaction. L'enfant restait son plus grand réconfort. Eliza avait été confuse par le changement au début, ne sachant pas pourquoi Mademoiselle Gray n'était plus Mademoiselle Gray. Et pourquoi elle s'asseyait maintenant à la table du petit déjeuner avec le duc, au lieu de rester dans la nursery. Mace, Éléonore avait pris soin de maintenir leur routine, de passer du temps avec l'enfant chaque jour, et progressivement, Eliza s'était adaptée. Elle appelait maintenant Éléonore « Tante Éléonore », un titre qui semblait étrange dans la bouche d'Éléonore, mais qui semblait plaire à l'enfant. Le duc aussi commença à passer plus de temps avec sa nièce qu'auparavant. Éléonore les trouvait parfois ensemble dans la nursery. Le duc lisait un livre à haute voix, pendant qu'Eliza écoutait avec de grands yeux. C'est dans ces moments-là qu'Éléonore voyait une autre facette de son mari, une douceur qu'il cachait au reste du monde. Elle et le duc restaient distants. Ils étaient polis l'un envers l'autre, courtois. Mais il y avait un mur entre eux, que ni l'un ni l'autre ne semblaient vouloir franchir. Ils prenaient leur repas ensemble dans la salle à manger, assis aux extrémités opposées de la longue table. Leur conversation était guindée, formelle. Il s'enquérait de son confort. Elle s'enquérait de son travail. Ils ne se disputaient pas, ne se querellaient pas, mais ils ne se parlaient pas vraiment non plus. Éléonore avait appris à accepter cela, à trouver ses propres moyens de combler les heures vides. Mais il y avait des nuits où elle restait allongée dans son grand lit et sentait le silence de la maison peser sur elle comme un poids. Elle ne s'attendait pas à l'amour. Elle savait depuis le début que le mariage était un arrangement pratique, rien de plus. Mais elle ne s'attendait pas à la solitude. Elle n'avait pas prévu à quel point il serait étrange d'être mariée à un homme qui partageait sa maison mais pas sa vie, de s'asseoir en face de lui au dîner et de savoir qu'ils étaient des étrangers. Elle n'avait pas imaginé qu'elle commencerait à remarquer la façon dont ses mains bougeaient quand il parlait, ou le son de sa voix dans le couloir, ou la légère odeur de cuir et de chevaux qui s'accrochait à ses vêtements. Elle ne s'attendait pas à se surprendre à le regarder de l'autre côté de la pièce, se demandant à quoi il pensait, souhaitant qu'il se tourne vers elle et dise quelque chose de vrai. « Ce n'est pas de l'amour, » se disait-elle. « C'est simplement la proximité. » Elle avait été seule si longtemps.
Et maintenant il y avait un homme dans sa vie, un homme bon, un bel homme, et son cœur réagissait d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle s'en sortirait. Elle garderait ses sentiments soigneusement contenus, ne se permettrait pas d'espérer plus que ce qu'il avait offert. Elle était la duchesse d'Ashworth, et elle avait un devoir à accomplir, c'était tout. Mais ensuite, par une froide soirée au début de l'hiver, quelque chose a changé. La journée avait été difficile. Une cheminée dans l'aile S avait commencé à fumer abondamment. Une des familles de tenanciers avait perdu une vache à cause d'une maladie. Et Eleanor avait passé des heures au bureau du domaine à essayer de comprendre une anomalie dans les comptes. Au moment où elle se retira dans le petit salon attenant à sa chambre, elle était épuisée. Elle avait renvoyé sa femme de chambre et s'était assise seule près du feu, un livre ouvert sur ses genoux qu'elle n'avait pas pu lire. Elle était assise là depuis peut-être 1 heure, quand elle entendit des bruits de pas dans le couloir, suivis d'un léger coup à la porte. « Entrez », dit-elle, s'attendant à un des domestiques. Mais c'est le duc qui entra, les cheveux humides de pluie, ses bottes encore boueuses des champs. Il s'arrêta juste à l'intérieur de la porte, la regardant, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-il. J'ai vu la lumière sous la porte. » Eleanor mit son livre de côté. « Vous ne me dérangez pas. Entrez, je vous en prie. » Il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui, et se tint maladroitement près du feu. Eleanor l'observa, notant la lassitude sur son visage, les ombres sous ses yeux. Il avait trop travaillé, pensa-t-elle, se poussant trop loin. Le domaine s'améliorait, mais le travail était sans fin, et il semblait déterminé à tout porter sur ses propres épaules. « Allez-vous bien ?» demanda-t-elle. Il la regarda, et pendant un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. « Je vais bien, » dit-il. « Et vous ?»« Je vais bien. » Le silence s'étira entre eux. Pas inconfortable, mais pas facile non plus. Eleanor ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas pourquoi il était venu. « Je voulais vous remercier, » dit enfin le duc, « pour tout ce que vous avez fait, les comptes de la maison, les arrangements avec les tenanciers. J'ai remarqué la différence. » Eleanor sentit une bouffée de chaleur monter à ses joues. « Je n'ai fait que ce qui devait être fait. C'est plus que ce que j'avais le droit d'attendre. » Il fit une pause, puis il se dirigea vers le fauteuil en face du sien et s'assit lourdement, comme si le poids de la journée l'avait finalement rattrapé. « Je sais que ce n'est pas la vie que vous auriez choisie, » continua-t-il. « Un mariage comme le nôtre, une maison qui tombait en ruine, un mari qui passe plus de temps dans les champs qu'à la maison. Je sais que ce n'est pas facile. » Elle l'étudia à la lueur du feu, les lignes fortes de son visage, l'épuisement qui s'accrochait à lui. « Ce n'est pas la vie à laquelle je m'attendais, » admit-elle. « Mais ce n'est pas une mauvaise vie. Vous avez été bon avec moi et avec Eliza, et c'est plus que ce que beaucoup de femmes reçoivent. » Il secoua lentement la tête. « La bonté ne suffit pas. Pas pour ce que vous avez abandonné. »« Je n'ai rien abandonné, » dit Eleanor doucement. « J'étais une gouvernante, votre grâce. Je n'avais ni famille, ni perspective, ni avenir au-delà des caprices de ceux qui m'employaient. Maintenant, j'ai un foyer, un but et un enfant qui m'aime. J'ai gagné bien plus que ce que j'ai perdu. » Le duc la regarda longuement, et elle vit quelque chose changer dans son expression. Quelque chose qui aurait pu être de la surprise, du respect ou toute autre chose. « Vous êtes une femme extraordinaire, » dit-il doucement. Le souffle d'Eleanor se coupa. Le feu crépitait dans la cheminée, et la pluie battait contre la fenêtre. La pièce semblait très petite et très chaude. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire par ces mots, ni ce qu'elle voulait qu'ils signifient. « Je ne suis pas extraordinaire, dit-elle. Je suis simplement pratique. » Il sourit alors, un petit sourire ironique qui transforma son visage. « Pratique, répéta-t-il. Oui, je suppose que c'est une façon de le décrire. » S'ils restèrent assis en silence pendant un moment, le feu réchauffant la pièce. Eleanor réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était le début de quelque chose. Un pont peut-être, à travers la distance qui les avait séparés. Elle ne savait pas où cela mènerait, mais elle découvrit qu'elle n'avait plus peur de le découvrir. Le duc se leva enfin, se dirigeant vers la porte. « Je vais vous laisser vous reposer, » dit-il, « mais j'aimerais vous parler davantage. Peut-être demain au dîner. » Eleanor hocha la tête. « J'aimerais beaucoup. » Il s'arrêta à la porte, la main sur la poignée, et se tourna pour la regarder une dernière fois. « Bonne nuit, Eleanor, » dit-il. Son nom sonnait différemment dans sa voix,
plus doux, plus intime. « Bonne nuit », répondit-elle. Puis il fut parti, et Éléanore resta seule près du feu, le cœur battant trop vite. Elle pensait au son de son nom sur ses lèvres. L'hiver passa lentement, les jours raccourcirent, les nuits se firent plus froides. La lande devint brune et grise sous le poids du gel. Le duc continua son travail sur le domaine, et Éléanore continua le sien dans la maison. Progressivement, ils trouvèrent un rythme ensemble. Ils commencèrent à prendre leur repas dans la plus petite salle à manger, où la table était moins vaste et la distance entre eux moins intimidante. Ils parlaient du domaine, d'Elisa, des livres qu'ils avaient lus et des nouvelles du village. Les conversations n'étaient pas toujours profondes, mais elles étaient réelles, et Éléanore les chérissait. Elle apprit des choses sur son mari pendant ces mois. Elle apprit qu'il avait profondément aimé sa mère et que sa mort avait laissé une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Elle apprit qu'il se reprochait la mort de son frère, qu'il avait encouragé le jeune homme à se rendre à Londres en hiver et que la maladie qui l'avait tué avait été contractée pendant le voyage. Elle apprit que le duc portait sa culpabilité comme une pierre autour du cou, et que c'était cette culpabilité, plus que toute autre chose, qui l'avait poussé à sauver le domaine à tout prix. C'était la dernière chose qui lui restait de sa famille, et il ne la laisserait pas lui échapper. Elle lui parla de son propre passé, de ses parents, et de la petite maison où elle avait grandi. Des longues années de solitude qui avaient suivi leur mort. Elle lui parla de son temps comme gouvernante dans d'autres foyers. Les chambres froides, les employeurs indifférents, les enfants qui étaient venus et repartis, sans laisser de marque sur son cœur. Elle lui raconta le jour où elle était arrivée à Thornwick Hall, et comment la beauté sauvage de la lande lui avait donné l'impression, pour la première fois de sa vie, d'avoir trouvé un endroit où elle appartenait. C'était la chose la plus proche de l'intimité qu'elle ait jamais connue, et elle se surprit à en désirer plus. Elle commença à attendre avec impatience leur dîner ensemble, les heures tranquilles qu'ils passaient près du feu le soir. Elle remarqua la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, le son de son rire, bas et chaleureux. Elle remarqua la force de ses mains, la façon dont il se déplaçait dans la maison avec une confiance aisée qui venait d'années de possession. Elle remarqua tout de lui, et cette observation l'effrayait. Elle était en train de tomber amoureuse de son mari. La prise de conscience lui vint une nuit à la fin de l'hiver, alors qu'elle était allongée, éveillée, dans son lit, écoutant le vent hurler sur la lande. Elle avait pensé à lui, comme elle le faisait souvent maintenant, rejouant leur conversation dans son esprit, se souvenant de la façon dont il l'avait regardé à travers la table du dîner. Et elle comprit avec une clarté soudaine et terrifiante qu'elle ne le considérait plus comme l'étranger qu'elle avait épousé. Elle le voyait comme toute autre chose, comme quelqu'un dont elle voulait être proche, quelqu'un dont la voix faisait battre son cœur plus vite, quelqu'un dont elle avait besoin d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer. C'était une chose dangereuse, cet amour. Elle s'était promis de ne pas tomber, de garder son cœur bien enfermé. Mais le cœur n'est pas une chose que l'on peut contrôler. Et Éléanore découvrit que ses promesses ne signifiaient rien face à ce qu'elle ressentait. Elle l'aimait, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Elle ne savait pas s'il l'aimait en retour. Elle n'osait pas l'espérer. Il était gentil avec elle, oui, et attentionné, mais il avait été clair depuis le début que c'était un mariage de convenance. Il lui avait offert la sécurité, un foyer, une position. Il ne lui avait jamais offert l'amour, et elle n'avait aucun droit de s'y attendre. Mais la façon dont il la regardait parfois, la façon dont sa voix s'adoucissait quand il disait son nom, la faisait se demander si peut-être il y avait quelque chose de plus. La crise survint au printemps, lorsque le dégel arriva enfin et que le domaine commença à sortir du long hiver. Elle prit la forme d'une visiteuse, une femme de Londres nommée Lady Caroline Whitmore. Elle arriva à Thornwick Hall un après-midi dans une calèche, qui semblait trop grande pour la route accidentée menant à la maison. Éléanore regarda par la fenêtre la calèche s'arrêter devant la porte. Quelque chose dans la façon dont le duc se précipita pour accueillir la femme lui serra l'estomac. Lady Caroline était belle, de la manière dont les femmes riches et privilégiées le sont souvent. Elle était grande et blonde, avec des cheveux dorés et des yeux bleus pâles, et ses vêtements étaient coupés à la dernière mode. Elle entra dans la maison comme si elle en était propriétaire, sa voix résonnant dans les couloirs. Éléanore se sentit soudain petite et terne en comparaison. Elle se tenait dans le hall d'entrée, regardant le duc s'incliner sur la main de la femme, et elle vit quelque chose sur son visage
qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de l'amour exactement, mais c'était de la familiarité. C'était une histoire. « Mon cher Ashworth, » dit Lady Caroline, sa voix chaleureuse. « Cela fait bien trop longtemps. Quand j'ai appris que vous vous étiez marié, j'ai eu du mal à le croire. Je devais venir voir par moi-même. » Le duc se redressa, et Éléanore vit son expression vaciller. « Vous auriez dû écrire, » dit-il. « Je me serais préparé pour votre arrivée. »« N'importe quoi, » dit Lady Caroline. « Nous sommes de vieux amis. Il n'y a pas besoin de préparation entre vieux amis. » Son regard balaya le hall et se posa sur Éléanore, et elle sourit. Un sourire vif et évaluateur qui donna à Éléanore l'impression d'être pesée et jugée insuffisante. « Et voici votre nouvelle épouse. Comme c'est charmant. » Éléanore s'avança, se forçant à sourire. « Je suis Éléanore, » dit-elle. « Bienvenue à Thornwick Hall, Lady Caroline. »« Merci, ma chère, » dit Lady Caroline. « Je suis ravie de vous rencontrer. Ashworth vous a gardé caché ici, mais je dois dire que je suis surprise. Vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'attendais. » Éléanore ne sut que répondre à cela, alors elle ne dit rien. Le duc s'interposa entre elles, son expression soigneusement neutre. « Caroline restera avec nous quelques jours, » dit-il. « Elle a des affaires dans le nord et souhaitait s'arrêter en chemin. »« Bien sûr, » dit Éléanore. « Je vais faire préparer des chambres immédiatement. » Elle se tourna et s'éloigna, le cœur battant dans sa poitrine. Elle ne savait pas qui était Lady Caroline Whitmore, mais elle sentait le poids de la présence de cette femme dans la maison, et cela ne lui plaisait pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont le duc la regardait, quelque chose dans la familiarité aisée entre eux qui suggérait une histoire qu'Éléanore ne voulait pas examiner de trop près. Elle apprit la vérité ce soir-là de Madame Peton, qui connaissait le duc depuis qu'il était enfant. Lady Caroline Whitmore, semblait-il, avait été la fiancée du duc des années auparavant. Ils avaient été fiancés, le mariage arrangé par leur famille, et tout le monde s'attendait à ce qu'ils se marient. Mais le père du duc était mort, et l'étendue des dettes du domaine avait été révélée. Les fiançailles avaient été discrètement rompues. Lady Caroline avait ensuite épousé un riche baronnet, un homme qui était mort depuis, la laissant veuve avec une fortune considérable. Et maintenant, elle était de retour, belle, riche et libre. Et elle séjournait dans la maison d'Éléanore, regardant le mari d'Éléanore avec les yeux d'une femme qui l'avait autrefois revendiqué et qui pourrait souhaiter le revendiquer à nouveau. Éléanore s'assit dans sa chambre cette nuit-là, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Elle écoutait le son lointain des rires provenant du salon en bas. Le duc et Lady Caroline étaient là-bas ensemble, parlant, buvant et se remémorant le bon vieux temps. Et Éléanore était ici, seule, prétendant que cela ne lui importait pas. Mais cela lui importait. Cela lui importait plus qu'elle ne pouvait l'admettre. La pensée du duc avec une autre femme, avec cette femme, la rendait malade et vide. Et elle réalisa avec une froide certitude que son amour pour lui n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement mettre de côté. C'était réel, et cela la consumait, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Les jours suivants furent un supplice. Lady Caroline était charmante et gracieuse, toujours polie avec Éléanore. Mais il y avait une pointe dans son charme, une condescendance subtile qu'Éléanore ne pouvait ignorer. Elle parlait de la société londonienne et des fêtes à la mode, de gens et de lieux qu'Éléanore n'avait jamais connus. Et elle faisait comprendre, sans jamais le dire directement, qu'elle considérait la duchesse d'Ashworth comme inférieure à elle. Le duc semblait pris entre elles deux, sa réserve habituelle remplacée par une politesse tendue qui faisait mal au cœur d'Éléanore. Elle voyait qu'il essayait de maintenir la paix, mais elle voyait aussi que la présence de Lady Caroline le troublait d'une manière qu'il ne voulait pas reconnaître. La troisième nuit de la visite de Lady Caroline, Éléanore se retira tôt. Elle ne supportait plus de rester assise dans le salon, à écouter le rire de l'autre femme et à regarder la façon dont sa main effleurait parfois le bras du duc. Elle alla dans sa chambre et s'assit près du feu, son livre non ouvert sur ses genoux, et essaya de ne pas penser à ce qui se passait en bas. Mais les pensées vinrent quand même, s'entassant dans son esprit et refusant de partir. Elle imagina le duc et Lady Caroline ensemble, les imagina rire d'une blague privée, les imagina se souvenir de l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. Elle l'imagina réalisant qu'il avait fait une erreur en l'épousant, qu'il aurait dû trouver un moyen d'attendre, que la belle veuve qui avait été sa fiancée était la femme qu'il aurait dû choisir depuis le début,
Elle était toujours assise là, perdue dans ses pensées, quand on frappa à sa porte. Elle leva les yeux, surprise, et vit le duc debout dans l'embrasure de la porte. Il ne s'était pas changé pour la nuit. Il portait encore ses vêtements de soirée, bien que sa cravate soit desserrée, et ses cheveux légèrement en désordre. Il avait l'air fatigué, pensa-t-elle, et il y avait quelque chose de troublé dans son expression. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Eleanor hocha la tête, et il entra, fermant la porte derrière lui. Il ne s'assit pas, mais resta près du feu, les mains jointes dans le dos. Pendant un long moment, il ne dit rien, et Eleanor attendit, le cœur battant trop vite. « Je vous dois une explication, » dit-il enfin, « à propos de Caroline. » Eleanor secoua la tête. « Vous ne me devez rien. »« Si, » dit-il fermement, « vous êtes ma femme, vous avez le droit de connaître la vérité. » Il fit une pause, et quand il parla de nouveau, sa voix était plus basse. « Caroline et moi étions fiancés il y a de nombreuses années, avant la mort de mon père. C'était un arrangement entre nos familles, mais je me croyais amoureux d'elle. Quand les problèmes du domaine ont été révélés, elle a rompu les fiançailles. Sa famille ne pouvait pas risquer le scandale de la dette. Elle a épousé quelqu'un d'autre, et je ne l'ai pas revue jusqu'à son arrivée ici. » Eleanor le regarda, les ombres dans ses yeux, et sentit une vague de compassion. « Je comprends, » dit-elle. « Vous l'aimiez. Ce doit être difficile de l'avoir ici. » Le duc secoua la tête. « C'est ça le problème, » dit-il. « Je pensais l'aimer autrefois, mais en la revoyant, j'ai réalisé que ce que je ressentais n'était pas de l'amour du tout. C'était de l'engouement peut-être, ou la simple vanité d'un jeune homme flatté par l'attention d'une belle femme, mais ce n'était pas de l'amour. L'amour est quelque chose de différent. L'amour est quelque chose que je n'ai compris que récemment. » Le souffle d'Eleanor se coupa. Elle leva les yeux vers lui, cherchant son visage, et y vit quelque chose qui fit battre son cœur. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle. Il s'approcha lentement d'elle et s'agenouilla, prenant ses mains dans les siennes. Son contact était chaud, et elle sentit un frisson la parcourir. « Je veux dire que j'étais un idiot, » dit-il doucement. « Je vous ai épousé pour le domaine, pour l'argent, pour la chance de sauver ce que ma famille avait construit. Je me suis dit que c'était un arrangement pratique, rien de plus, mais j'avais tort. Dès l'instant où vous êtes entré dans ma bibliothèque et m'avez dit que vous m'épouseriez pour le bien d'un enfant, j'ai su que vous n'étiez comme aucune femme que j'avais jamais rencontrée. Et au cours des mois qui ont suivi, j'ai fini par comprendre que mes sentiments pour vous ne sont pas du tout pratiques. » Eleanor le dévisagea, incapable de parler. Son cœur s'emballait, ses pensées se bousculaient. Elle avait rêvé de ce moment, mais elle n'avait jamais cru qu'il arriverait. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Vous dites que vous... » « Je dis que je vous aime, » il dit. « Je dis que je vous aime depuis plus longtemps que je ne peux l'admettre, et que j'étais trop lâche pour vous le dire. Je dis que voir Caroline ici, la voir dans notre maison, m'a fait réaliser exactement ce que j'ai et ce que je pourrais perdre. Et je vous demande, Eleanor, s'il y a une chance que vous ressentiez quelque chose pour moi en retour. » Pendant un long moment, Eleanor ne put trouver sa voix. Elle baissa les yeux sur son visage, sur la vulnérabilité dans ses yeux, et sentit des larmes piquer au coin des siens. Il l'aimait. Le duc, son mari, l'homme qu'elle avait épousé par convenance, l'aimait. C'était presque trop beau pour être vrai. « Je vous aime depuis des mois, » murmura-t-elle. « Je pensais que vous ne me verriez jamais comme autre chose qu'un choix pratique. » Il laissa échapper un long soupir, et elle vit le soulagement envahir ses traits. « Alors je suis l'homme le plus chanceux d'Angleterre, dit-il, parce que j'ai une femme qui m'aime, et que je l'aime en retour. » Il porta ses mains à ses lèvres et les embrassa doucement, et Eleanor sentit la chaleur du baiser se répandre dans tout son corps. Puis, il relâcha ses mains, lui prit le visage en coupe, et il se pencha pour l'embrasser vraiment. Doucement d'abord, puis avec une passion croissante, qui les laissa tous deux sans souffle. Quand ils se séparèrent enfin, le feu s'était consumé dans la cheminée, et la maison était silencieuse autour d'eux. Le duc se leva et attira Eleanor à ses pieds, l'enlaçant et la serrant contre lui. Elle posa sa tête contre sa poitrine et écouta le battement régulier de son cœur. Et elle pensa que c'était ce qu'elle avait attendu toute sa vie. Pas la richesse, pas la position, pas même la sécurité. Juste ça, juste le sentiment d'être tenu par quelqu'un qui l'aimait vraiment. « Je veux être un vrai mari pour vous », murmura-t-il contre ses cheveux. « Pas seulement de nom,
de toutes les manières. Elle leva les yeux vers lui et sourit. « Je le veux aussi. » Il lui prit la main et la conduisit hors du salon, par la porte qui reliait ses appartements aux siens, et dans sa chambre. Et là, dans l'obscurité tranquille de la nuit d'hiver, le mariage qui avait commencé comme une transaction devint tout autre chose. Il devint une union de deux cœurs, de deux âmes, de deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, et qui avaient découvert que l'amour qu'elles n'avaient jamais attendu les avait attendues depuis le début. Dans les mois qui suivirent, le domaine prospéra. Le travail du duc avec les tenanciers se poursuivit et la gestion attentive des comptes de la maison par Éléanore commença à porter ses fruits. Les réparations qui avaient été si longtemps reportées étaient enfin en cours, et la grande maison commença à sortir de son long déclin. Les champs furent plantés, les clôtures réparées, les granges reconstruites. Les tenanciers, qui avaient autrefois regardé leur propriétaire avec méfiance, commencèrent à parler de lui avec respect et même affection, et Éléanore, qui n'avait été autrefois que la gouvernante, devint connue dans tout le comté comme une femme bonne et compétente, une duchesse qui se souciait des gens qui vivaient sur ses terres. Mais le plus grand changement fut dans le mariage lui-même. Le mur qui s'était autrefois dressé entre le duc et sa duchesse s'était complètement effondré, remplacé par quelque chose de plus profond et de plus durable. Ils partageaient leurs jours et leurs nuits, leurs espoirs et leurs craintes. Ils parlaient de tout, se disputaient parfois, se réconciliaient toujours. Ils n'étaient pas un couple parfait, mais ils étaient un couple vrai. Et Éléanore en vint à comprendre que c'était ce que l'amour signifiait vraiment. Ce n'était pas de grands gestes ou des déclarations passionnées. C'était le choix quotidien d'être présent, d'être patient, d'être bon. C'était la connaissance tranquille que vous aviez trouvé votre foyer en une autre personne et que vous vous battriez pour le garder. Lady Caroline Whitmore partit après le 4e matin, prétextant qu'on avait besoin d'elle à Londres. Eleanor avait été gracieuse avec elle jusqu'à la fin, mais elle avait aussi vu la lueur de quelque chose, comme une défaite dans les yeux de l'autre femme. Le duc, semblait-il, avait fait son choix très clairement, et ce n'était pas la belle veuve de son passé. C'était sa femme, la pauvre gouvernante qu'il avait épousée pour sauver son domaine. Et il ne la regardait pas comme si elle était un arrangement pratique. Il la regardait comme si elle était le centre de son monde, et tout le monde dans la maison pouvait le voir. Eliza, elle aussi, s'épanouit dans la nouvelle atmosphère. L'enfant avait longtemps senti la tension entre son oncle et sa tante. Et quand cette tension se dissipa, elle sembla s'épanouir. Elle riait plus, jouait plus, posait plus de questions. Elle suivait le duc dans le domaine comme une petite ombre. Et lui, de son côté, semblait ravi de son attention. Éléanore les trouvait parfois ensemble dans le jardin, le duc expliquant patiemment les noms des fleurs, tandis qu'Eliza écoutait avec l'attention sérieuse que seul un enfant peut donner. C'est dans ces moments-là qu'Éléanore sentait son cœur déborder, parce qu'elle comprenait que c'était ce qu'elle avait toujours voulu, une famille, un foyer, un endroit où appartenir. L'enfant fut la première à le remarquer, bien sûr. Elle vint voir Éléanore un matin à la fin du printemps, son petit visage plissé d'inquiétude. « Tante Éléanore, dit-elle, pourquoi avez-vous l'air différente ?» Éléanore leva les yeux du livre qu'elle lisait. « Différente comment ?» Élisa l'étudia un moment, la tête penchée sur le côté. « Vous avez l'air heureuse, dit-elle, mais aussi fatiguée. Êtes-vous fatiguée ?» Éléanore sourit et prit l'enfant sur ses genoux. « Je suis un peu fatiguée, admit-elle, mais c'est une bonne fatigue. » Élisa parut satisfaite de cette réponse et se blottit contre la poitrine d'Éléanore, son pouce se glissant vers sa bouche. Eleanor la serra contre elle et pensa au secret qu'elle portait, le secret qui était encore trop nouveau pour être dit à voix haute. Elle le savait depuis seulement quelques semaines, mais la certitude grandissait en elle de jour en jour. Elle portait un enfant, l'enfant du duc, leur enfant, et bientôt, quand elle serait sûre, elle le lui dirait. Elle le lui dit ce soir-là après le dîner, quand ils furent seuls dans le petit salon. Il lisait près du feu, ses longues jambes étendues devant lui, et elle s'assit en face de lui, le cœur battant vite. Elle avait répété les mots une centaine de fois. Mais maintenant que le moment était venu, elle découvrit qu'elle ne savait pas comment commencer. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-elle enfin. Il leva les yeux de son livre, son expression passant à l'inquiétude. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, »
dit-elle rapidement. Rien ne va mal. Elle prit une profonde inspiration. Je suis enceinte. Pendant un long moment, il la regarda fixement. Puis il mit son livre de côté, traversa la pièce en deux grandes enjambées, s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Éléanore, dit-il, la voix rauque. En êtes-vous certaine? J'en suis certaine, dit-elle. Le médecin l'a confirmé ce matin. Il laissa échapper un souffle qui était à moitié rire, à moitié sanglot, et la prit dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son épaule et sentit ses mains trembler contre son dos. « Un enfant, murmura-t-il. Notre enfant. » Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Notre enfant. » Ils se tinrent l'un contre l'autre pendant un long moment, le feu crépitant dans la cheminée, la maison silencieuse autour d'eux. Éléanore pensa à tous les chemins qui l'avaient menée à ce moment, à tous les choix, les hasards et les petits miracles qui l'avaient amenée ici. Elle avait été une gouvernante, une femme sans famille et sans avenir. Maintenant, elle était une duchesse, une épouse, et bientôt elle serait une mère. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé espérer, plus qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « Je vous aime », dit le duc contre ses cheveux. « Je vous aime plus que je n'ai jamais aimé quoi que ce soit. »« Je vous aime aussi », répondit-elle. Et dans la chaleur de cette pièce, avec le feu qui se consumait et la nuit qui les entourait, Éléanore sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été agité depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir. C'était la paix. Elle réalisa que c'était la certitude tranquille qu'elle était exactement là où elle devait être. L'enfant naquit au cœur de l'hiver, une nuit où la neige tombait épaisse et rapide sur la lande. L'accouchement fut long et difficile, comme le médecin l'avait prédit. Le duc arpentait les couloirs de Thornwick Hall comme un homme possédé, incapable de rester assis, incapable de manger ou de dormir. Madame Peaton lui apporta du thé qu'il ne but pas, et Eliza, qui était trop jeune pour comprendre ce qui se passait, s'assit dans la nursery avec sa nourrice et posa d'innombrables questions sur les bruits étranges que faisait sa tante. Et puis, juste avant l'aube, le cri retentit. Le duc l'entendit depuis le couloir devant la chambre d'Éléanore, et il sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qui avait été tenu serré pendant trop longtemps. Il poussa la porte sans attendre la permission et trouva sa femme appuyée contre les oreillers. Son visage était pâle et humide de sueur, ses bras enroulés autour d'un petit paquet qui criait. Elle leva les yeux vers lui quand il entra, et son sourire fut la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Un fils, dit-elle. Nous avons un fils. » Il traversa la pièce sur des jambes qui semblaient à peine le soutenir, et s'agenouilla à côté du lit. Il baissa les yeux sur le bébé, sur le petit visage et la touffe de cheveux sombres, et il sentit des larmes couler sur ses propres joues. « Un fils, répéta-t-il. Notre fils. » Eleanor lui tendit l'enfant, et il le prit avec précaution, berçant le petit corps contre sa poitrine. Les pleurs du bébé se calmèrent, et ses yeux s'ouvrirent brièvement, clignant vers son père. Le duc le regarda et pensa à toutes les générations de sa famille qui avaient vécu et étaient mortes dans cette maison. Tous les héritiers qui avaient porté le nom d'Ashworth à travers les siècles. Et maintenant, il y avait cet enfant, cette nouvelle vie, cette preuve que l'amour qu'il partageait avec Éléanore continuerait longtemps après leur départ. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Éléanore. Le duc la regarda, la femme qui avait changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et il sourit. « Nous l'appellerons comme votre père, dit-il. William Gray Ashworth. » Les yeux d'Éléanore se remplirent de larmes, et elle tendit la main pour toucher le visage de son mari. « Mon père aurait aimé ça, dit-elle. Il a toujours voulu un fils. » Ils restèrent assis ensemble, alors que le soleil se levait sur la lande. Tous les trois, une famille enfin. Éléanore pensa à la lettre qui était arrivée ce mardi matin pluvieux, la lettre qui avait tout changé. Elle était alors une gouvernante, une femme qui n'avait que sa propre détermination. Maintenant, elle était une épouse et une mère, la maîtresse d'une grande demeure, la femme sans laquelle le duc d'Ashworth ne pourrait jamais vivre. Et elle comprit avec une clarté qui s'installa au plus profond d'elle-même, que les plus grandes bénédictions viennent souvent sous les formes les plus inattendues. Une lettre, une proposition, un mariage de convenance et un amour qui avait grandi lentement et sûrement jusqu'à remplir chaque recoin de son cœur. Les années passèrent comme elles le font toujours, et le domaine redevint fort.
Les champs donnèrent leur récolte. Les tenanciers prospérèrent et la grande maison fut restaurée pour retrouver quelque chose de sa gloire passée. Le duc et sa duchesse étaient connus dans tout le comté comme un couple dévoué. Et leurs enfants, car il y aurait d'autres enfants avec le temps, furent élevés avec amour, rire et la liberté sauvage et balayés par le vent de la lande. Eliza devint une jeune femme brillante et réfléchie. Quand elle atteignit l'âge adulte, elle épousa un jeune gentleman d'un domaine voisin, un mariage que son oncle et sa tante approuvèrent de tout cœur. Elle venait souvent en visite, amenant ses propres enfants courir dans les jardins où elle avait joué enfant. Éléanore la regardait avec une fierté tranquille qui ne s'estompa jamais. William, le premier-né, devint un grand garçon sérieux, avec les yeux gris de son père et le cœur chaleureux de sa mère. Il hériterait un jour du domaine, et le duc commença à lui enseigner dès son plus jeune âge les responsabilités qui seraient un jour les siennes. Mais il lui apprit aussi à monter à cheval, à rire et à aimer la terre comme son père. Et Éléanore savait que son fils serait un bon duc le moment venu. Elle et le duc vieillirent ensemble, comme le font les couples. Leurs cheveux grisonnèrent, leurs pas ralentirent, mais leur amour ne diminua pas. Au contraire, il s'approfondit avec les années, enraciné dans les milliers de petits moments qui composent une vie. Les petits déjeuners tranquilles, les promenades du soir, les disputes et les réconciliations, les joies et les peines partagées. Ils avaient construit un mariage par convenance, mais ils l'avaient transformé en quelque chose de bien plus grand. Ils l'avaient transformé en une histoire d'amour, du genre qui serait racontée et redite longtemps après leur départ. Et la nuit où le duc mourut enfin, de nombreuses années plus tard, avec sa famille réunie autour de lui, il chercha la main d'Éléanore et la serra fort. Elle se pencha près de lui, son visage ridé par l'âge, mais toujours beau à ses yeux, et elle murmura les mots qu'elle lui avait dit tant de fois au fil des ans. « Je t'aime », il sourit, ses yeux se fermant, sa prise sur sa main ferme. « Je sais », dit-il, « je l'ai toujours su. » Puis il fut parti. Éléanore resta assise à côté de lui dans la pièce silencieuse, entourée de ses enfants et petits-enfants, et elle ne pleura pas. Elle avait assez pleuré dans sa vie, de chagrin et de joie, et il ne lui restait plus de larmes. Il n'y avait que de la gratitude et de la paix, et la certitude d'avoir été aimés par un homme bon, et que leur amour continuerait à vivre dans la famille qu'ils avaient créée ensemble. Elle était arrivée à Thornwick Hall en tant que gouvernante, une femme qui n'avait que son propre courage. Elle le quitterait en tant que duchesse, épouse, mère, grand-mère. Mais elle le quitterait surtout en tant que femme, qui avait été aimée, et cela, elle le savait, était le plus grand cadeau de tous. Le feu se consumait dans la cheminée alors que la maisonnée entrait en deuil, et quelque part dans la nursery, un enfant s'agita et appela sa mère. Éléanore se leva de sa chaise, ses articulations douloureuses, et se dirigea lentement vers le son. La vie continuait. Elle le faisait toujours, et elle continuerait avec elle, portant le souvenir de son mari dans son cœur, jusqu'au jour où elle le reverrait. La lande s'étendait sous le ciel d'hiver, vaste, sauvage et éternel. La grande maison se dressait sur elle comme une sentinelle, veillant sur les générations qui avaient vécu et aimé entre ses murs. Et quelque part dans le vent qui balayait les collines, si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre l'écho d'une histoire. Une histoire d'une pauvre gouvernante et d'un duc désespéré. Une histoire d'un mariage qui commença comme une transaction et devint quelque chose de bien plus grand. C'était une histoire d'amour et elle perdurerait. Avant de partir, j'aimerais avoir votre avis. Si vous étiez Éléanore, auriez-vous accepté la proposition du duc dans cette bibliothèque? Dites-moi dans les commentaires, oui ou non, et pourquoi. J'ai hâte de lire vos réponses. Si vous avez aimé ce voyage d'un mariage de convenance à un amour qui a défié toutes les probabilités, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à partager cette histoire avec quelqu'un qui aime les romances historiques autant que vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.